Bien, bonjour à tous. Je vais vous parler cet après-midi des miracles de l'agilité dans les entreprises. Je vais faire un petit peu plus vite que prévu. Je suis à votre disposition après si vous avez des questions à poser. Après avoir parlé à des informaticiens, moi là je m'adresse aux managers que vous êtes, je m'adresse aux gens responsables dans les organisations. Les informaticiens en tant que tels et les équipes de développement ont toujours affaire, bien évidemment, à des organisations. Et l'agilité, jusqu'à présent, on en avait parlé qu'au niveau de l'informatique, elle commence à se développer au niveau managérial, c'est un petit peu plus lent. Donc c'est ce dont je vais vous parler et des bienfaits que ça induit. Alors dans un premier temps, je vais me présenter pour vous dire qui je suis et d'où je tiens cette expérience de l'agilité dans les organisations en termes de management. Ensuite, je vous ferai un rapide rappel du pourquoi et du comment de l'agilité dans les organisations. Je me permets d'insister parce que je crois que dans le domaine informatique, on en est largement convaincu. Ensuite, nous parlerons des synergies et des bénéfices pour tous. Quand je dis pour tous, c'est tant pour le management que pour les collaborateurs et par voie de conséquence pour les organisations elles-mêmes qui sont plus performantes. Et donc, on parlera aussi du cercle vertueux de la démarche agile en termes de managérial. Alors, qui je suis? Au départ, j'étais quelqu'un qui était contrôleur de gestion dans des grands groupes anglo-saxons, et donc très axé graphique, suivi financier et autres, donc pas du tout agile. Et en fait, les événements ont fait que j'ai repris une entreprise dans le sud de la France avec 25 salariés. Je l'ai développée pendant 10 ans. Et là, je me suis rendu compte que la richesse essentielle des entreprises, c'était vraiment leur force vive, les collaborateurs, les équipes, et que le fait d'être un manager ou un dirigeant induisait automatiquement de motiver ses équipes, donner l'enthousiasme, de créer l'impulsion qui permettent d'emmener l'équipe derrière soi pour que l'entreprise fonctionne. Et donc, mon expérience de l'agilité, puisque l'entreprise que j'avais, que j'ai cédée en 2008, louait du matériel de réception jusqu'à 300 km autour de ses bases, avec donc des poids lourds, des chauffeurs, des manutentionnaires. Eh bien, je me suis rendu compte que la meilleure façon d'arriver à un résultat dans l'entreprise, c'était vraiment de permettre aux gens de créer des teams, de créer des équipes, de faire équipe. Et je suis sortie un peu de mes tableaux, de mes graphes et ainsi de suite. Et je les ai laissés faire équipe et je les ai coordonnés. Et au jour d'aujourd'hui, c'est ce que j'apprends depuis pas loin de 10 ans en accompagnant des managers et des dirigeants. Dans l'entreprise, sa plus grande force, c'est d'avoir en son sein des équipes motivées, des équipes engagées. Et on va voir pourquoi tout à l'heure au fil de l'histoire. Donc, quand on est en équipe, quand chacun apporte sa pierre à l'édifice, quand on conjugue la force des uns et des autres, en termes managériels, je dirais que la posture doit changer, puisqu'on n'est plus le dirigeant qui donne des ordres, mais on est un dirigeant qui va plutôt être animateur des différents processus. Donc, ça fonctionne vraiment beaucoup mieux. Donc, pourquoi et comment l'agilité? Il faut savoir qu'en ce moment, et depuis quelques années, on vit à la fois une révolution technologique. Vous voyez bien comment on utilise les IT, vous qui en êtes les spécialistes. On vit en même temps une forme de révolution économique. On a vécu notamment ce qu'on appelait cette crise financière de 2008 qui a irradié le monde entier. On vit parallèlement encore une véritable révolution sociétale avec des jeunes générations qui maintenant apprennent aux anciennes, alors qu'avant c'était les anciennes générations qui apprenaient aux nouvelles. Et de ce fait-là, automatiquement dans les entreprises, qui ne sont que des organisations humaines, il va vraiment falloir qu'on organise et qu'on orchestre une vraie révolution managériale sous peine de se retrouver vraiment très très décalé par rapport à la réalité du fonctionnement quotidien de l'organisation. Alors donc, nous étions dans ce qu'on pourrait appeler le monde moderne, où les évolutions de croissance étaient assez prévisibles, relativement linéaires, où production et travail incluaient profit, engendraient le profit, où on vivait dans des milieux cloisonnés, chacun dans son domaine, et où on était dans une période que je pourrais qualifier de matérialiste.
pendant ces époques, Toyota a mis en place ses premiers Kanban. Alors là, on était dans la rationalisation et le pilotage de la fabrication, des exploitations. C'était dans les années 1950-53. On était vraiment dans un des éléments qu'aujourd'hui on utilise en agilité, mais pas de la même manière. Ensuite, on a parlé tout à l'heure des premiers qui ont fondé avant le manifeste agile, qui a été dans les années 2000, Sutherland et Schwaber, qui en sont deux protagonistes du manifeste agile, avaient créé le Scrum Process en 1993. Donc, il émergeait un certain nombre de choses. On sentait qu'il allait se passer un certain nombre de choses dans nos environnements. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans l'ère post-moderne, qu'on qualifiera de post-moderne, où on est plutôt dans un monde complexe, chaotique, du fait des multiples événements qui peuvent venir impacter en fait au quotidien nos entreprises et nos organisations, pour créer donc une grande incertitude sur l'avenir. Alors vous, informaticiens, vous avez parfaitement vu ça au niveau de vos process de développement, et c'est ce qui fait que vous avez naturellement, enfin si je peux le dire comme ça, mais abordé et adopté certaines techniques agiles qui vous ont obligé à travailler plutôt en itération. Au niveau du management, je pense qu'on ne s'est pas rendu compte dans la même période des incidences que ça allait avoir sur les pratiques en interne des organisations. Donc on rentre dans l'ère du post-capitalisme et de l'économie solidaire qui est en train de se développer à grands pas. Et donc aujourd'hui, on se rend compte parallèlement, là c'est sur le plan sociétal, qu'on n'a plus de vraies règles de consommation. On a des gens qui ne consomment plus selon leur catégorie socio-professionnelle, comme on l'apprenait il y a de nombreuses années dans les écoles de commerce. On assiste à une explosion des frontières et à titre individuel, on assiste à une certaine montée d'une forme de spiritualisme et d'une quête de sens qui amène parfois à certains extrêmes, mais qui est un vrai signal fort de quelque chose qui change au niveau des individus. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que ça aura aussi un impact sur les espaces, les individus employés par les organisations, sur les individus qui composent les organisations. Alors le manifeste agile, lui, il est arrivé en 2001, donc on retrouve Sutherland et Schwaber. Il est arrivé en 2001 et c'était vraiment, effectivement, un manifeste écrit par des spécialistes en développement informatique. Alors, ce manifeste agile, il a été considéré vraiment comme la définition du développement agile. Agile était utilisé pour qualifier des méthodes précises de développement. Ça ne s'est pas exactement passé comme ça dans le milieu encore du management, encore une fois. Mais aujourd'hui, les entreprises ont trois vraies bonnes raisons d'adopter l'agilité dans leur mode d'organisation et dans le mode de fonctionnement managérial. Et bien, d'une part, pour faire face à la complexité et à l'incertitude liée à l'évolution de nos environnements. Deuxièmement, pour rester compétitif, parce qu'il nous faut bien pour cela mobiliser tous les talents et toutes les compétences des organisations. Donc aujourd'hui, les décisions et les réflexions ne peuvent pas tenir que dans un comité de direction. Et ensuite, pour s'adapter aux générations Y et Z, qui, elles, arrivent dans nos entreprises, et encore une fois, c'est elles qui nous apprennent aujourd'hui, et non pas nous qui leur apprenons. Et ça, il faut en être conscient, c'est bien la première fois que des anciens n'apprennent pas aux nouveaux. Donc, face à la complexité, l'incertitude, la diversité interculturelle et la diversité intergénérationnelle, eh bien, dans le monde du management, on commence à dire qu'il faut bouger, mais on est loin d'être arrivé à votre niveau d'agilité, à vous qui pratiquez le développement informatique. C'est même un très très gros problème aujourd'hui au niveau des managers. Et donc, pour vous parler des miracles de l'agilité dans les organisations, eh bien, c'est vrai que le manager aujourd'hui, les dirigeants, sont en gros questionnement parce que ça bouleverse un peu le schéma en fait qu'ils ont de fonctionnement. Et ce qu'il est bon ce sur quoi il est bon de partager, c'est vraiment que cette modification, ce changement de paradigme, cette modification de posture va aussi aider les dirigeants et les managers à devenir plutôt des animateurs, des coordonnateurs, comme le Scrum Master,
mais en même temps va leur permettre de se sentir un petit peu moins seuls dans la prise de décision et de voir leur réflexion passablement enrichie d'une organisation qui serait plus collaborative. Donc en fait, cette révolution managériale reste à faire. L'idée, c'est vraiment de déplacer les énergies vers une meilleure répartition des fonctions. C'est de faire en sorte que les organisations deviennent plus collaboratives. L'agilité aujourd'hui ne suit aucune recette. Il n'existe pas de livre qui va décrire le mode d'emploi pour arriver à faire d'une organisation un petit peu sclérosée une organisation agile. Mais le fil conducteur est de faire que les collaborateurs, a priori, ont aussi leur point de vue à apporter chacun à leur niveau, peuvent réellement participer, je dirais, à certaines améliorations du mode de fonctionnement des process internes. Ils peuvent s'organiser, s'auto-organiser à leur niveau. Le tout, c'est qu'ils aient un cadre qui leur soit fixé, des objectifs qui leur soient donnés, précis et mesurables, bien sûr. Et ça ne pourra que leur apporter beaucoup de plaisir, parce qu'on va voir après qu'aujourd'hui, on a affaire à des collaborateurs qui ont un peu plus de besoins que ces gens à qui on intimait des ordres il y a une vingtaine d'années et qui travaillaient sans rien dire toute leur vie, sans vraiment savoir pourquoi ils travaillaient. Donc on passe là rapidement sur la pyramide de Maslow. Les gens ont besoin d'appartenance, mais ils ont aussi besoin d'estime, ils ont aussi besoin de s'accomplir. J'ai trouvé un petit schéma qui était un petit peu plus parlant. Au jour d'aujourd'hui, ils ont besoin de considération dans l'entreprise. Quand on parle du bonheur au travail, du bien-être au travail, eh bien, nous ne pouvons plus ignorer que certains collaborateurs soient très, je dirais, malheureux, pas seulement pour des questions de salaire qui leur manqueraient, mais aussi pour des questions de considération, de poignée de main le matin, de prise d'idées, de partage d'idées, de partage d'opinions. Alors, le fil conducteur dans l'entreprise, ce serait d'abord de donner en premier lieu le sens. Les entreprises ont besoin de sens pour inspirer leurs collaborateurs. Le dirigeant va devenir quelqu'un qui sera plutôt un animateur, un coordonnateur, et c'est ce qui rendra l'entreprise adaptable et flexible, parce que parallèlement, justement, d'avoir donné ce sens permettra au moins à chacun dans l'entreprise, à son niveau, de savoir pourquoi il travaille et quels sont les éléments qui vont permettre d'améliorer sa fonction dans l'entreprise. Alors, de ce fait, le dirigeant, plutôt devenu animateur, reste néanmoins celui qui définit le cadre et les règles. Ça reste celui qui va écouter ses collaborateurs et qui va faciliter les processus internes, justement, en laissant un peu d'autonomie à ses collaborateurs qui sont plus à même à leur niveau de savoir ce qu'il faut faire pour améliorer leur propre travail, ou tout du moins son résultat. C'est ce qui apporte du bonheur, c'est ce qui permet aussi de développer la profitabilité de l'entreprise. Voilà un petit peu l'idée, le fil conducteur de l'agilité en termes de management et d'organisation. Alors c'est vrai que c'est un grand bond. Là, on saute un canyon, il va falloir s'y faire. C'est un vrai changement de paradigme pour certaines institutions, pour certaines organisations qui sont devenues de vraies institutions, qui sont, je dirais, très très régies par une pyramide hiérarchique assez stricte, assez établie, qui empêche l'expression de certains niveaux de collaborateurs. Ça demande beaucoup de temps de transformer ces organisations. Ça nécessite d'établir des règles, parce que, encore une fois, c'est toujours le top management qui définit les règles pour que chacun puisse travailler. Ça induit des changements de modèle économique et de processus, et parfois ça fait qu'on ne voit plus tous la même chose. Alors cet éléphant a-t-il 5 pattes, en a-t-il 4 ? On finit par ne plus y voir clair comme on y voyait avant, exactement. Donc ça, c'est un petit peu déstabilisant pour certains acteurs de l'entreprise. Mais l'idée, c'est de constituer des équipes, de faire que chacun sorte de son silo, que chacun sorte de son service et tienne compte de l'amont et de l'aval de son service, de faire que le lien soit établi et créé pour
pour faciliter tout ce fonctionnement interne de l'entreprise, parce que dans l'entreprise, on ne travaille jamais seul et que si on peut fluidifier les processus internes, on en augmentera d'autant la performance globale. Ça demande aussi non plus qu'il y en ait un en haut d'une pyramide avec chacun plus ou moins une place qui lui revient. On va dire que ça demande à ce que ce soit un vrai travail de groupe. Chacun néanmoins garde son rôle, mais c'est le fonctionnement global qui va vraiment évoluer. Et tout ça va permettre vraiment de développer beaucoup de synergie, de recréer une forme de dynamique, de faire que des gens ne se trouvent pas coincés dans des fonctions qui deviennent de plus en plus impossibles à remplir parce que les exigences sont de plus en plus importantes, mais qu'on ne peut pas aller plus vite soi-même tout seul dans sa fonction. Hein. Donc, avec la vision de l'entreprise, la vision sur laquelle doit communiquer le top management, l'idée, c'est de définir la vraie mission et de l'entreprise dans ses environnements et de chacun dans l'entreprise, de manière à ce qu'en apprenant à travailler ensemble, chacun reconnaissant les fonctions et le rôle de l'autre, on puisse aussi développer de la convivialité, de la confiance. La confiance est l'élément de base de l'installation de l'agilité dans les organisations. Et c'est aussi pour ça que ça ne se décrète pas, parce que la confiance, elle s'installe entre les gens à partir du moment où on favorise le lien entre eux, où on leur apprend à travailler ensemble et où ils finissent par se rendre compte de quelle manière ils peuvent mieux travailler ensemble. Un petit peu comme dans le cadre du défi au Capla tout à l'heure, on a besoin parfois d'avancer d'une drôle de manière pour se rendre compte qu'il y a des méthodes plus collaboratives qui nous permettent de monter un peu plus haut. Ensuite, si le manager est suffisamment, lui, animateur pour laisser ses équipes s'auto-organiser, bien sûr, je parle à leur niveau, ça permet à chacun de se sentir impliqué et responsable. Donc, ça stimule l'implication de chacun dans la construction. Hein. Ça va susciter la motivation, parce que se sentir utile dans la vie, c'est important. On l'a vu tout à l'heure dans la pyramide de Maslow. Et comme chacun apporte sa contribution et se sent utile, il y a d'autant plus de considération vers l'individu, et c'est ce qui apporte beaucoup de bonheur et de bien-être à titre individuel. Hein. Et c'est quand même une partie, c'est une partie de ce que j'appelle les miracles de l'agilité, c'est qu'on peut imaginer de continuer de travailler dans des organisations dynamiques avec beaucoup de plaisir. Et travailler avec du plaisir, c'est avoir de l'enthousiasme pour travailler. Et quand on a de l'enthousiasme, vous comme moi, quand on sait pourquoi on se lève le matin, on se lève avec beaucoup plus de dynamique. Et puis, on est beaucoup plus créatif. Et de l'un à l'autre, dans la collaboration, eh bien, on fait beaucoup plus de choses. Et du coup, l'organisation globale, encore une fois, eh bien, n'en est que mieux. Et on peut donc, je dirais, mieux atteindre les objectifs, si tant est qu'ils soient bien établis. Là encore, c'est plutôt le top management qui établit les objectifs, ou les managers, chacun à leur niveau, pour leur division ou leur service. Mais il est bon qu'ils soient réellement connus, qu'on puisse communiquer là-dessus, et que, parallèlement, ils soient compris. Voilà, donc les valeurs de l'agilité au niveau du management et au niveau des organisations, c'est d'abord la collaboration avec les clients, parce que le client est le premier au cœur de tous les processus, mais immédiatement derrière, c'est le respect de l'humain, le respect de ces forces vives qui constituent nos organisations, et ce respect doit obtenir, je dirais, impliquer plus d'engagement de la part des collaborateurs. Si on arrive à travailler sur une base de confiance, de respect et d'autonomie, cela favorisera l'écoute, le partage et la synchronisation. C'est ce qui va, je dirais, c'est ce que vont être amenés à développer toutes ces méthodes, ces outils de l'agilité en termes d'animation des organisations. Alors on parlait des associations comme des entreprises, je dirais de tout type d'organisation. On anime différemment des comités de direction, des assemblées générales,
des conseils d'administration, mais aussi des comités d'exploitation. On les anime différemment avec des méthodes type World Café, Forum ouvert. La méthode du co-développement est une méthode d'animation qui suscite la créativité pour la résolution de problématiques en groupe. Le speedboat est une méthode qui va, comment je dirais, le speedboat est-elle une méthode qui va aider à la précision et à l'enrichissement d'une étude de projet pour justement en anticiper les difficultés qui vont être à connaître. Ensuite, il y a aussi les outils de management visuel. Quand on veut devenir agile dans une organisation, il est nécessaire d'être capable de publier des tableaux d'indicateurs, mais non pas des tableaux à 50 lignes de chiffres, des tableaux avec des smileys, des tableaux avec du vert, du rouge, du jaune, du orange, enfin bon, qui indiquent si on est bon, si on est moins bon, si on tend à s'améliorer. Des tableaux qui permettent aux gens de passer, de coller dessus un petit post-it parce qu'on a eu une idée un matin, on n'aura pas l'occasion de la donner dans la journée à son chef de service ou à son équipe. On la pose, et puis il y a un petit stand-up meeting le lendemain matin ou sur le lendemain autour d'un café, 10 minutes, et là on parle des nouvelles idées qui ont émergé, sur lesquelles peuvent rebondir les autres. C'est ce qui fait vivre les organisations, et aujourd'hui dans les environnements mouvants dans lesquels on évolue, eh bien on a besoin de ce genre de dynamique en interne, et je ne parle pas, des incentives et des team building sous toute forme, qui sont nécessaires pour relier les gens entre eux et leur donner le goût, l'envie de travailler ensemble. Donc, avec ce que je viens de vous décrire, il y a l'agilité reconstitue en fait les trois pôles de ce qu'est vraiment une équipe. Vous avez pu voir avec les cas plats tout à l'heure que quand un groupe de 4 personnes doit construire quelque chose, si les personnes ne forment pas une équipe, chacun dans son coin va essayer d'imaginer et puis ça ne monte pas très vite. Mais si ce groupe de 4 personnes se met à s'écouter et se met à faire ensemble, eh bien ça monte beaucoup plus vite. Et bien là, de la même manière, quand on a dans le team, dans une équipe et non plus dans un groupe, quand ce sont des équipes qui forment, qui construisent un projet, qui participent à un projet, on a vraiment d'autres résultats et tout le monde n'a qu'à s'en féliciter. Alors, du coup, là, cercle vertueux de la démarche agile, mais où sont les miracles? Eh bien, je dirais que les miracles, quand vraiment on atteint un certain degré de collaboratif, de confiance, quand on atteint un certain degré de co-construction, d'intelligence collective dans une organisation, eh bien, on se rend compte qu'on a des collaborateurs qui se sentent écoutés, qui sont reconnus, qui deviennent motivés, parce que c'est pareil, la motivation, ça ne s'invente pas. La motivation, c'est même un bulletin de salaire ne suffit pas à motiver des gens. Et l'enthousiasme, alors là encore plus, l'enthousiasme, il vient, c'est intrinsèque à la personne, c'est pas quelque chose qui peut être décidé par un manager quelconque. Et quand on aboutit à ça, on se rend compte qu'un salarié heureux est 2 fois moins malade, il est 6 fois moins absent, il est 9 fois plus loyal, il est 31 fois plus productif, et il est 31% plus productif, et il est 55% plus créatif. Alors là, ça interroge, et quelque part, quand on sait que nos organisations ont besoin d'innovation, de mobilisation, d'efficacité, nos organisations ont besoin d'avoir des gens qui, à défaut, qui ne sont pas en dépression nerveuse, ils ont besoin d'avoir des gens en santé, dynamiques, ils ont besoin de gens qui coopèrent. Ça vaut le coup quand même de se poser la question. Donc ça, c'est un des miracles de l'agilité qui permet aux gens de se sentir mieux considérés, mieux écoutés, mieux entendus dans leurs organisations et qui du coup déploie une forme d'enthousiasme et de dynamique qui va vraiment en plus être beaucoup plus rentable pour l'organisation. Et au regard de ça, on a des managers qui deviennent plus des animateurs, qui sont nettement moins seuls à passer leur journée entière à contrôler parce qu'ils ont peur que l'entreprise dérive. On a des managers qui deviennent animateurs et qui se sentent beaucoup mieux entourés par des collaborateurs qu'ils écoutent. Pour autant, en tant que manager, en tant que dirigeant, on ne perd pas son pouvoir. C'est un pouvoir qui est différent.
c'est pas le pouvoir qui est conféré par un niveau de poste ou par une autorité quelconque, c'est réellement un pouvoir qui est conféré par une forme de charisme et par une forme de considération de son supérieur, quand le supérieur est capable effectivement de faire preuve d'ouverture d'esprit. Et c'est beaucoup plus confortable, donc autant pour les collaborateurs que pour les managers, et tout à fait bénéfique à l'entreprise. Alors, je vous rappelle, en fait, l'important, c'est le sens, que le dirigeant soit un dirigeant animateur, coordinateur, qui soit un facilitateur des processus internes, facilitateur par rapport à ses équipes. Il se sentira mieux entouré, il se sentira plus aidé, moins seul pour prendre certaines décisions, et clairement, ce sera une forme de petit miracle que de voir l'amélioration des performances de l'entreprise, alors qu'au jour d'aujourd'hui, on a des entreprises qui, pour certaines, ont beaucoup plus de mal et de plus en plus de mal à faire face à toutes les contraintes et à tous les changements auxquels elles ont à faire face du fait de l'évolution de leurs environnements, sur le plan légal, sur le plan géopolitique, sur le plan économique, sur le plan politique aussi. Voilà. Donc il faut oser l'agilité, parce que quelque part, les vrais bienfaits de l'agilité dans les organisations sont énormes, parce que quelque part, ça permet d'insuffler une nouvelle dynamique, ça permet de rendre les équipes plus apprenantes, plus autonomes, des gens dont l'amour-propre est préservé. Ça permet de développer l'intelligence collective, ça permet de créer de la cohésion, d'impliquer, de fédérer les collaborateurs. C'est ce qui améliore la performance des entreprises, c'est ce qui permet aux dirigeants d'être moins seuls, c'est ce qui permet aussi à l'entreprise de s'adapter au fur et à mesure des événements, parce que de part et d'autre de l'organisation, chacun peut apporter ses éléments, ses observations, ses propositions d'amélioration des processus, et ça permet, donc, comme je vous le disais, meilleur bien-être au travail, augmentation de la profitabilité de l'entreprise. Et aujourd'hui, pour faire fonctionner l'entreprise, pour lui permettre de continuer d'évoluer et de grandir, eh bien, vous voyez, il faut parfois faire des sacrées gymnastiques, et on n'y arrive pas comme ça, on n'y arrive pas tout seul, c'est chaotique, mais c'est beaucoup plus enthousiasmant de le faire ensemble. Et seul on va plus vite, c'est vrai, mais ensemble on va plus loin. C'est le message que je voulais vous passer pour vous parler donc des miracles de l'agilité dans les entreprises, encore une fois, sur le plan organisationnel et managérial, pour passer dans une autre dimension, et puis ensuite dans une autre dimension encore, parce que je pense que l'évolution n'est pas prête de s'arrêter. Et c'est ce qui permet, donc là j'ai fait un petit patchwork de mots, c'est du gagnant-gagnant, c'est de la co-construction, c'est de la curiosité développée à tous les niveaux, c'est un petit peu d'audace, c'est de l'organisation, mais ça permet de l'adaptabilité, ça permet de développer la créativité, mais il faut de l'engagement, il faut apprendre à travailler ensemble, voilà. C'est le message que je voulais vous passer. Voilà. Alors, comme il doit me rester 2 minutes, je vais vous prendre un petit exemple d'entreprise qui a revu totalement son organisation, parce que j'ai créé le Club Agile Provence, donc dans le sud de la France, pour servir de plateforme aux dirigeants, leur servir de plateforme d'échange à propos de pratiques justement collaboratives et à propos de tout ce que ça pouvait leur apporter comme idée, que de changer de posture et concrètement ce que ça pouvait faire. Et alors, avec le groupe de dirigeants, d'une quinzaine de dirigeants, je suis arrivée dans un cabinet d'expertise comptable dans le Vaucluse, 50 collaborateurs, donc déjà un bon petit cabinet. Et vous imaginez, les experts comptables sont des gens qui travaillent sur des procédures très établies. Donc tout était très au carré, mais ils ont décidé de revoir leur organisation pour mieux répondre aux clients. Je vous ai dit, le client au centre des processus, au cœur des processus. Et donc ils ont rassemblé un certain nombre de gens. Alors au lieu d'avoir des couloirs et des bureaux de chaque côté, eh bien en fait, parallèlement à la réorganisation à laquelle ils ont procédé avec leurs collaborateurs, eh bien ils ont cassé toutes les cloisons. Et ils ont revu l'ensemble de leur local. Il n'y en avait pas une sacrée surface même. Donc création d'open
mesure de ce que leur avaient demandé leurs salariés, mais aussi création d'espaces individuels où certains avaient besoin de travailler au calme. Et à un moment, donc il y a un des collaborateurs ou deux collaborateurs qui ont demandé à avoir une douche dans les locaux. Et les managers sur le coup étaient un petit peu interpellés. Et en fait, certains ont dit, mais nous, on a la pression toute la journée, on aime bien aller courir le midi, mais si on pouvait prendre une douche après, parce que en fait, on ne va pas courir parce qu'on ne peut pas prendre de douche. Et alors, ils ont installé la douche, et vous allez voir où va l'anecdote, c'est qu'aujourd'hui, ils ont une équipe de 8 à 10 personnes qui courent ensemble, qui donc après peuvent prendre la douche, et ils ont créé une team de l'entreprise, d'un cabinet d'expertise comptable. Et il y a une dynamique qui s'est instaurée dans cette entreprise, alors que c'est quand même un métier qui est rude, avec des saisonnalités qui sont très compliquées à gérer. Et bien là, il y a une dynamique qui a été créée, qui a été énorme. Et pour dire à quel point l'agilité n'exclut d'ailleurs pas l'encadrement, les managers, ils ont rajouté néanmoins un étage de manager pour mieux entourer leurs équipes. Donc, quand parfois on dit l'agilité, chacun s'auto-organise, on fait ce qu'on veut, pas du tout, pas du tout. Et ça fonctionne, les gens sont bien plus heureux et les managers sont aux anges. Voilà, c'est ça les miracles de l'agilité. Merci.